Liu Ming, fugitif de l'île du Mal, est le héros de cette histoire. Il est en train de fuir plusieurs membres de différentes gardes. Mais rien ni personne n'est un adversaire pour lui. Car Liu est une personne dotée d'une force brutale, capable d'éliminer de sang-froid n'importe quel membre de n'importe quelle garde qui se met en travers de son chemin. Lorsqu'il se retrouve acculé par les officiers du ministère de la Justice. Cela nous révèle que la raison pour laquelle Liu est poursuivi, c'est parce que son père a commis une trahison contre son peuple il y a des années, et à cause de cela, toute sa famille a été exécutée. Le seul survivant fut notre protagoniste, qui doit maintenant fuir les officiers pour pouvoir survivre. Cela déclenche une bataille intense et épique entre lui et les officiers. L'officier attrape le protagoniste, mais il utilise ses compétences pour réduire ses os et ainsi se libérer d'elle. Après cela, il prend une boisson de soin et attaque l'officier. Avec beaucoup d'efforts, il parvient à l'éliminer. Mais ce n'était que le début du combat, car la mort de l'officier a déclenché la fureur totale de l'officier masculin, qui s'approche à toute vitesse de notre protagoniste. L'officier poursuit Liu jusqu'à le coincer près d'une cascade et d'un simple regard provoque sa chute. Pendant ce temps, il utilise ses bandes pour entraîner l'officier avec lui. Tous deux plongent dans les profondeurs de la rivière où ils continuent à se battre. L'officier prend l'avantage jusqu'à ce que Liu lui enlève son arme principale. Sans cette arme, l'officier ne peut rien faire et combiné au fait que Liu l'étrangle par derrière, l'officier finit par perdre la vie. Le protagoniste cesse alors de respirer et son corps remonte à la surface. Quelques heures plus tard, le corps de notre protagoniste est retrouvé par Gusan et Guanda. Gusan essaie de mettre fin à la vie de Liu. Mais en essayant, il se rend compte que le jeune homme possède une puissante protection autour de tout son corps. Cela surprend les deux hommes et ils décident en fait de ne pas tuer Liu Ming, mais ils lui disent qu'en échange de le sauver, le roi, c'est la bataille et le... Miao Fengming N. Ces concepts, sur la peine évidente pour ce qui a été enlevé, font partie de l'une des 5 sectes les plus importantes du monde. Gusan et Guanda accompagnent Liu à la vallée de la connexion et lui souhaitent bonne chance en le quittant. Avant de partir, ils lui donnent une pilule pour maintenir la connexion entre son esprit et son cœur. Après cela, le protagoniste entre dans la secte fantôme barbare, où il est surpris de voir plusieurs personnes qui viennent également tenter de rejoindre la secte. Et parmi tant de participants, on remarque la présence de Lei Shen, un jeune homme capable de contrôler la foudre, et Yu Sheng, un jeune homme dont la présence est imposante en raison de son corps gigantesque. Et enfin, nous avons le mystérieux Gao Xiong. Ils reconnaissent tous notre protagoniste, ainsi que le reste des personnes qui l'observent également. Tout devient une agitation. Face à cela, Fang Xiong, disciple externe de la secte, rétablit l'ordre et conduit tous à la cérémonie d'ouverture spirituelle. En chemin vers la cérémonie, plusieurs participants commencent à se sentir mal et s'effondrent au sol. Le protagoniste s'isole et depuis les hauteurs, voit des spectres démoniaques attaquer la foule. Lui ainsi que les 4 autres participants importants de l'endroit commencent à attaquer les spectres. Et pendant que cela se passe, le maître Giruquan observe tout depuis son confort. Il est impressionné par le niveau de puissance de ces 5 jeunes hommes. Il pense alors qu'un seul d'entre eux pourra l'aider à atteindre son objectif. De la secte de l'ouverture spirituelle se retrouve lors de la cérémonie d'ouverture spirituelle parmi les participants. Les membres de la secte de l'ouverture spirituelle se retrouvent parmi les participants. En route vers l'ouverture spirituelle. La cérémonie d'ouverture spirituelle réunit plusieurs membres de l'ouverture spirituelle sur le chemin. On peut dire que des membres de la secte de l'ouverture spirituelle se retrouvent en chemin vers la cérémonie. Des intentions cachées du sujet dès le premier moment où il a interagi avec lui. Alors il l'a empoisonné. En touchant son épaule, le sujet tombe au sol et est pris dans son propre piège. Pendant ce temps, le protagoniste continue son chemin vers la cérémonie. Une fois qu'il rejoint les autres, Fang Xion parle à tout le monde et leur dit de se diriger vers l'endroit qui leur convient le mieux pour la cérémonie. Avant le rituel, notre protagoniste est brièvement distrait par la présence de la belle Jialan. Après cela, le rituel d'ouverture commence. Et nous voyons que tous souffrent de fortes douleurs musculaires à cause des puissants courants d'eau qui traversent leur corps.
Le prota et quelques autres sont les seuls à supporter ces douleurs. Et tandis qu'ils s'efforcent de rester fermes, ils sont observés par le chef de la secte, appelé Wang Shi, qui est entouré de plusieurs maîtres importants de la division. Les maîtres discutent des participants au rituel d'ouverture spirituelle. Et à ce moment-là, le maître apparaît pour informer les autres maîtres qu'il a besoin d'eux. Un participant doit réussir l'ouverture spirituelle. Pour revitaliser sa division des fœtus, Giruan considère le prota comme candidat pour sa division. Mais en voyant que le garçon utilise une technique peu orthodoxe pour l'ouverture spirituelle, il décide de se rétracter. Ensuite, Giruan observe le jeune Lei Sheng, maître de la foudre. Mais malheureusement, il n'est pas en discussion, car son oncle apparaît pour le prendre dans sa secte. Le maître, entouré de maîtres, par la secte, le maître par les maîtres, l'homme qu'il manipule, ressuscitant peut-être, maître. Dominio. Sans le... Sachant que le chef de la secte, Avar, a arraché à Gao Shun sans lui laisser défendre son honneur. Après le rituel d'ouverture spirituelle, tous les participants étaient épuisés. Tandis que certains ont échoué, d'autres, dont Prota, ont réussi leur ouverture spirituelle grâce à de grands efforts. Après cela, tous ceux ayant réussi l'ouverture spirituelle sont séparés selon leur future division. Le Prota et 2 disciples sont menés au pavillon des Écritures. Dès l'entrée, ils se sentent étourdis et les 2 disciples s'évanouissent. Notre prota parvient à résister et se demande pourquoi ses compagnons sont au sol. Et c'est ici que nous faisons la connaissance de l'oncle Ruan, qui se charge d'expliquer au prota que l'évanouissement est quelque chose de courant chez les disciples nouvellement initiés qui entrent pour la première fois dans leur formation. Ruan n'a aucune pitié, ce qui fait douter le prota de ses intentions. Ruan remet au garçon 3 parchemins de sort basiques pour commencer l'entraînement et lui donne aussi un artefact pour mesurer son niveau spirituel. Bien que notre prota n'ait que 3 méridiens spirituels, cela suffit à Rohan, qui est impressionné par la grande puissance du jeune homme. C'est pour cette raison qu'il décide de lui donner un parchemin spécial, le parchemin de l'art de l'os sombre, un sort très puissant, que Prota accepte avec beaucoup de plaisir. Et cette nuit-là, il se prépare à s'entraîner pour devenir plus fort, et ainsi compenser son manque de méridiens spirituels. Après 6 mois d'entraînement intensif, notre prota, accompagné de ses camarades de la division, est emmené sur le champ de bataille, un endroit où ils devront démontrer leur pouvoir spirituel. En présence du maître Ruan, en plus de lui, 2 autres maîtres assistent également à la bataille, Daogu et Suchi. Ils présentent aux participants les récompenses à gagner s'ils réussissent, mais ils doivent aussi devenir ennemis. Le premier affrontement oppose notre protagoniste et son équipe aux disciples personnels du maître, qui n'est autre que Yojeng, l'imposant pendant la bataille. Yu Xing blesse les compagnons du protagoniste, qui s'en aperçoit. Le type ne triche pas seulement, il semble aussi utiliser une technique de combat différente de celle que tous les disciples de la secte fantôme utilisent. De son côté, Yu Xing remarque chez notre protagoniste une aura très différente de celle que devrait avoir le 2e jeune maître. C'est pourquoi il lui accorde la victoire, tout en se promettant de découvrir la véritable identité du protagoniste. Le maître Ruquan annonce alors au protagoniste et son groupe qu'ils doivent affronter Xiao Fang, un disciple doté de 6 méridiens spirituels. Cette fois-ci, les compagnons de notre protagoniste décident d'abandonner. Donc il affrontera Xiao Fang seul. Ce dernier pense qu'il n'est pas juste de se battre contre une seule personne, et pour cette raison, il décide de l'affronter avec une seule main. Pendant le combat, Xiao Fang réalise la force du protagoniste et doit utiliser ses 2 mains contre lui. Il se souvient que sa puissance doit rester discrète devant les autres, alors il accepte d'être légèrement blessé. Xiao Fang, le protagoniste, assure ainsi sa victoire. À la fin du combat, les 3 meilleurs disciples reçoivent leur récompense de la part des maîtres de la division. La maîtresse Zhong Daogu a été très impressionnée par les compétences de notre protagoniste. Qu'elle n'a pas seulement décidé de soigner ses blessures, mais elle lui a aussi offert un précieux cadeau de sa part, un bouclier 3 étoiles avec lequel il pourra progresser dans son entraînement spirituel. Notre garçon remercie la maîtresse pour ce grand geste. Et depuis la distance, l'imposant Xiao Feng observe le protagoniste avec beaucoup d'attention, car il doute encore s'il est vraiment le 2e jeune maître. Plus tard, un autre affrontement a lieu entre 2 disciples, des disciples d'une autre division.
pendant le combat. Le protagoniste est impressionné par le pouvoir d'invoquer un démon aux os blancs pour combattre à sa place. Notre garçon a été tellement impressionné par la puissance et la résistance du démon aux os blancs qu'il a décidé de l'invoquer lui-même. Faute de pouvoir spirituel suffisant, le protagoniste a invoqué ce démon en payant avec une pierre spirituelle. Une fois le prix payé, la créature apparaît et attaque le protagoniste avec toute sa fureur. Il se défend pour ne pas être vaincu par le monstre et il devient lui-même un monstre. Un monstre et il devient un monstre. Grâce à cet artefact, le protagoniste se défend et contre-attaque, vainquant le démon d'os. Notre garçon comprend que le bouclier à 3 étoiles est une puissante relique et décide d'en améliorer le pouvoir pour en faire un artefact parfait. Mais avant de se mettre au travail, il prend un bain, car il s'est rendu compte qu'il sentait mauvais après la douche. Le protagoniste est surpris de voir une femme à ses côtés. Il lui demande son nom, ce à quoi elle répond qu'elle s'appelle Mu Jang-yoon et lui révèle qu'elle est sa femme. Effrayé, le protagoniste apprend de la jeune femme qu'elle doit l'épouser en raison d'un pacte familial ancien. Notre protagoniste se dégonfle et commence à agir timidement, ce qui surprend la jeune femme, car elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles il n'était pas un garçon timide. Laissant ce drame de côté, le garçon explique à la jeune femme qu'il n'a pas de temps pour les petites amies, car heureusement pour lui, elle connaît ce sort. Alors, elle l'emmène au marché gris, où ils trouveront des âmes yin, qui sont une partie essentielle pour invoquer le sort dont il a besoin. Arrivé au marché gris, les vendeurs de plusieurs stands persuadent notre protagoniste. Et même s'il est tenté à plusieurs reprises, Mu Jang-yoon le ramène à la réalité. Après une longue marche, et après s'être débarrassé de quelques vendeurs escrocs, les deux arrivent au salon des 10 000 trésors, et ici notre protagoniste demande des âmes yin. Le vendeur lui dit qu'il en existe 3 types, de niveau bas, moyen et élevé. Évidemment, chaque niveau d'âme a son prix. Et comme pour l'instant, notre garçon n'a que 3 petites pierres spirituelles, il achète la bouteille d'âme yin la moins chère. Le protagoniste fait ses adieux à la jeune fille, qui lui conseille, avant son départ, d'obtenir la prochaine fois les âmes de l'étang de la secte, car elles ne lui coûteront aucune pierre. Mais le garçon lui rappelle que seuls ceux qui ont des points de contribution peuvent le faire. Et c'est alors que Mu Jang-yoon lui propose de participer à la prochaine mission de la secte afin de gagner des points de contribution. Le garçon accepte puis s'éloigne rapidement. Peu après, Yu Sheng sort de l'ombre et demande à Mu Jang-yoon s'il a remarqué quelque chose d'étrange chez notre protagoniste depuis leur interaction. Elle lui répond que non, car il a toujours été authentique selon elle. Elle insiste même que le seul étrange ici, c'est lui. Face à ces paroles, Yu Sheng s'énerve et décide qu'il découvrira la véritable identité de notre protagoniste, quoi qu'il en coûte. L'après-midi même, Mu Jang-yoon réunit le protagoniste et les autres candidats pour accomplir la mission et gagner des points de contribution, parmi lesquels se trouve Yu Sheng lui-même. La mission est de récolter 25 fruits sanglants en moins d'1 heure sans se faire attaquer par l'essaim de papillons nuages noirs. Heureusement, l'équipe a déjà un plan parfait. 2 disciples seront chargés de distraire l'essaim de papillons, tandis que les autres prendront des itinéraires différents. Pour récolter les 25 fruits sanglants, notre protagoniste ne met pas longtemps à en ramasser 24. Et avant d'obtenir le dernier fruit, il se retrouve acculé par un petit essaim de papillons. Il utilise donc son bouclier 3 étoiles pour les distraire, puis leur lance une boule de feu avec laquelle il les vainc, avant qu'ils ne puissent crier victoire. Le protagoniste est capturé par Yu Sheng, dont les intentions sont clairement mauvaises. Le gars commence à poser quelques questions au protagoniste sur sa véritable identité. Mais avant que le jeune homme ne puisse répondre, une bête démoniaque apparaît soudainement. Face à la présence de ce grand adversaire, Yu Sheng s'enfuit, satisfait d'avoir laissé le protagoniste à son sort et espérant avec impatience qu'il soit dévoré par la bête. De son côté, notre jeune homme parvient à se libérer et n'hésite pas à se défendre contre la bête, malgré les nombreux coups critiques qu'il reçoit de la créature. Le protagoniste ne compte pas abandonner, car il est déterminé à vaincre cet adversaire quoi qu'il en coûte. Bien que très puissant, le protagoniste n'a infligé aucun dégât à la bête. Mais alors que tout semblait perdu, une pluie d'épées commence à tomber du ciel. La responsable de cette pluie est une femme appelée Ye Tianmei. Elle met le protagoniste à l'abri, puis utilise toute sa puissance pour vaincre la bête démoniaque. Ye Tianmei démontre qu'elle possède un pouvoir supérieur à celui de notre protagoniste. Et n'importe quel disciple, il s'avère qu'elle est une disciple de haut niveau. Le protagoniste essaie de dialoguer avec elle, mais elle n'a pas le temps de parler, car elle a des choses plus importantes à faire. Avant de partir, la jeune fille recommande au protagoniste de ramasser les restes de la bête, car ils lui serviront de récompense. En effet,
Juste au moment où il fait le travail, il tombe sur le cœur de la créature qui dégage une aura démoniaque et en même temps une énergie qui pénètre dans l'esprit de notre protagoniste et le laisse assez confus. C'est ainsi que l'on voit le garçon se frustrer de ne pas pouvoir détecter l'énergie démoniaque dans son corps, malgré tous ses efforts pour la scanner. Il choisit donc de penser que tout était dans son imagination, prend les choses en main et rejoint ses camarades. Ces derniers sont surpris de le voir en vie. Chen n'arrive pas à croire que Liu ait survécu car il pensait que la bête démoniaque l'avait tué. À ce moment, le jeune homme explique avoir survécu grâce à l'aide d'une disciple de haut niveau venue à son secours. Maintenant qu'il les a retrouvés, il va leur donner les fruits sanglants qu'il a récoltés. Ses compagnons se montrent ravis de cela, car les fruits sanglants de Liu serviront à accomplir la mission qui leur avait été confiée. Un disciple fait preuve d'empathie envers Liu et le transporte sur sa planche volante pour qu'il récupère pendant le trajet vers la division. Xiang Yun, quant à lui, reste indifférent face à toute la situation et a le pressentiment que tout ce qui est arrivé à Liu a été provoqué intentionnellement par Shen. À cause de cela, elle lui rappelle que la secte n'est pas à sa disposition et lui demande donc d'arrêter d'enquêter sur la véritable identité de Liu. Elle lui rappelle de ne plus s'en prendre à lui, sinon il aura affaire à elle. Cette même nuit, notre protagoniste reçoit sa récompense pour la mission des fruits sanglants. Ensuite, Xiang Yun lui demande de parler en privé, car elle a quelque chose d'important à lui dire. Elle lui révèle connaître sa vraie identité, laissant Xiang Yun perplexe. Contrairement à Shen, elle ne veut pas nuire à Liu, car elle souhaite seulement percer les secrets de la famille. Liu, lui, explique que, bien qu'il ressemble à Beiqiang, il ignore tout de lui et de sa famille. Et face à cela, la jeune fille lui dit que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il puisse s'approcher de la famille Bei et découvrir tous leurs secrets. Sang-hoon demande ce service au jeune homme, qui accepte aussitôt. Le lendemain, Liu s'entraîne pour accélérer sa croissance spirituelle. N'obtenant aucun résultat, il cherche parmi ses affaires un moyen d'y parvenir. Parmi ses secrets, le jeune homme trouve plusieurs morceaux de viande de la bête démoniaque, qui a été vaincue par la disciple de niveau supérieur. Liu se rappelle qu'un vendeur ambulant lui a dit que la viande des bêtes accélère la croissance spirituelle, ce qui le pousse à l'essayer. Les effets ne tardent pas à apparaître, ce qui impressionne le jeune homme au point qu'il se convainc de manger la viande de la bête démoniaque tous les jours. Pourtant, il pense devoir d'abord améliorer sa technique de l'art de l'os sombre et compte en discuter avec le maître Ruan. Liu s'aventure dans une grotte pour entrer discrètement dans le pavillon des écritures où se trouve le maître Ruan. Ce dernier est surpris par le chef de la secte Fantôme Barbare, qui est venu pour savoir si Ruan a pu augmenter son niveau spirituel. Le chef de la secte dit à Ruan de se concentrer sur son niveau, sinon il vivra moins longtemps. Ruan prend peur et explique au chef qu'il s'est concentré tout ce temps à apprendre la technique de l'art de l'os sombre. Du côté de notre protagoniste, il est acculé par un... Face à cela, le garçon utilise sa technique de respiration de tortue pour éviter d'être détecté par le garde, ce qui fonctionne parfaitement. Après cela, Liu poursuit son chemin vers le pavillon des écritures. Et après avoir brisé une porte, il tombe sur quelque chose qui le laisse complètement sous le choc. Il trouve un carnet avec les notes que le maître Ruan a prises sur la technique de l'art de l'os obscur. Dans ce carnet, Liu est surpris de voir qu'aucun des disciples de Ruan n'a réussi à maîtriser la technique de l'art de l'os obscur. C'est ici que le protagoniste réalise que Ruan sacrifiait ses disciples pour une technique sans avenir. Peu après cette découverte, Liu est attaqué par les gardes de la grotte. Durant le combat, il brise son bouclier 3 étoiles, le rendant sans défense. Malgré cela, le jeune homme esquive les attaques des gardes et il utilise son ingéniosité pour retourner les ennemis les uns contre les autres, réussissant à les faire s'attaquer entre eux. Ensuite, Liu tente de s'échapper de la grotte, mais à ce moment-là, son cœur s'arrête car l'énergie démoniaque des bêtes commence à s'emparer de lui. Bien que le garçon essaie de retenir cette énergie, tout lui échappe et cette énergie démoniaque en lui finit par exploser. Liu s'évanouit et se réveille perdu au milieu de nulle part. Il essaie de sortir de cet endroit étrange et même s'il utilise ses pouvoirs pour briser les barrières, rien ne semble fonctionner. N'ayant pas d'autre choix, Liu pratique ses sorts pendant des jours, car dans ce lieu étrange, il ne ressent ni faim, ni fatigue, ni sommeil, ce qui favorise l'augmentation de son pouvoir spirituel. Après plusieurs mois d'entraînement, Liu parvient à perfectionner plusieurs de ses sorts. Mais avant de pouvoir continuer à en perfectionner d'autres, il est soudainement transporté de retour dans le présent. Ici, le jeune homme ne comprend pas très bien ce qui vient de se passer, mais en utilisant ses sorts, il se rend compte qu'ils ont été perfectionnés. Cela signifie que ce qu'il a vécu dans la salle inconnue
n'était ni une illusion, ni le fruit de son imagination. Cela le pousse à vouloir enquêter sur l'énergie démoniaque qu'il porte en lui, car tout indique que cette énergie y est pour quelque chose. Après la fuite du jeune homme, Ruan arrive et se demande qui a pu entrer dans sa grotte si discrètement qu'il ne l'a pas remarqué. Le lendemain, Liu pense sans cesse à l'énergie démoniaque en lui. Et comme il n'a pas obtenu de réponse satisfaisante de la part des membres du Salon du Rajeunissement, il a décidé de ne plus accorder d'importance à ce sujet. Pour l'instant, l'essentiel est qu'il se concentre sur la récupération de son énergie spirituelle. Après des mois d'entraînement intensif, le jeune homme récupère son énergie grâce à ses efforts et à la pilule de régression. En se rendant compte que cette pilule lui a été d'une grande aide, Liu décide de partir à la recherche de missions pour obtenir des matériaux qui l'aideront à augmenter son pouvoir spirituel. Au cours de sa recherche, 3 disciples se mettent en travers de son chemin et l'attaquent par surprise car eux aussi cherchent la même chose que notre protagoniste. Les 3 disciples attaquent Liu en parfaite harmonie. Mais notre garçon est encore plus fort. Il bat d'abord le disciple le plus âgé, puis le plus corpulent, gardant le plus expérimenté pour la fin. Celui-ci parvient à piéger Liu avec ses pouvoirs de glace, mais il n'avait pas pris en compte que le garçon possède des pouvoirs de feu avec lesquels il a pu lui infliger des dégâts à distance. Le disciple tente d'échapper à Liu, mais celui-ci le capture en utilisant ses chaînes spirituelles et après cela, lui assène un coup puissant qui le met hors de combat. Ici, Liu poursuit sa route et même s'il trouve quelques pierres spirituelles, il ne pense pas que cela soit suffisant pour acheter des artefacts utiles. Avant de poursuivre sa recherche, il est soudainement intercepté par Xiangyun, qui est venu lui parler sérieusement. Ici, nous terminons les chapitres 6 et 7 du Donghua, qui est franchement très divertissant et que je prends plaisir à regarder. Son niveau d'animation est correct. J'espère que vous apprécierez ces séries. Un peu difficiles à trouver, mais de plus en plus intéressantes. Chaque saison, de plus en plus de séries sont diffusées simultanément. Nous avons donc du contenu pour longtemps. Si le résumé vous a plu et que vous souhaitez que je continue avec les prochains épisodes, faites-le moi savoir dans les commentaires en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo. Quel est votre avis sur le résumé ou l'histoire discutée? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce résumé vous a plu autant qu'à moi en le faisant. Et pendant que nous attendons plus d'épisodes de ce Donghua, je vous laisse avec une autre de ces histoires, qui en vérité est très bonne et assez méconnue. Une académie magique où seulement 80% des étudiants parviennent à obtenir leur diplôme, car les autres finissent à mort ou blessés. Malgré tout, c'est le jour d'entrée pour le protagoniste Olivier, un jeune homme confiant qu'il pourra devenir puissant. C'est pourquoi ces tours de fleurs qui lui prédisent des avenirs terribles lui importent peu. En fait, cette année, il rencontre toutes sortes de personnalités, comme cette fille qui apparaît avec son style oriental et que le protagoniste, pour une raison quelconque, souhaite connaître. Eh bien, ici, tout le monde arrive en ville, où nous avons un défilé de toutes sortes de créatures magiques, même si, pour Cathy, des êtres comme les trolls sont traités comme des esclaves. Cela mène à une dispute où l'un de ses camarades décide d'ensorceler les pieds de la fille, la dirigeant directement contre la créature. Le protagoniste et les autres essaient de la rattraper, mais elle va trop vite, et alors qu'elle est sur le point d'être dévorée. C'est Nao qui apparaît pour la défendre avec un cri puissant, tandis qu'Olivier les aide à s'échapper grâce à un sort de vent au moment précis. Pendant ce temps, Nao, armé d'une épée émoussée et d'une curieuse mèche blanche, frappe si fort à la tête qu'il assomme la créature. Eh bien, avec tout le monde en sécurité, l'académie prend le relais pendant qu'ils enquêtent sur les responsables. C'est alors que la directrice respectée et redoutée apparaît, annonçant qu'ils passeront 7 ans à se préparer, mais que 20% des nouveaux perdront tout espoir d'obtenir leur diplôme. Parfois parce qu'ils meurent, et d'autres fois parce que leur esprit ne supporte pas le contrôle de la magie, et ils finissent soit dévorés par leurs invocations, soit en tuant d'autres étudiantes. C'est un prix bien connu à payer pour s'entraîner à la magie. Alors avec ça, bien sûr, ils passent à la célébration où ils ont plein de nourriture et où le protagoniste semble socialiser avec les jeunes d'avant où chacun se présente. Mais je les mentionnerai quand ils seront pertinents. En tout cas, le prota est le nouveau colocataire de Pete, l'albinos nain. Entre-temps, il réalise que dès le premier jour, son frère lui a engagé une servante pour le protéger si besoin. Il se fiche de cela, mais la façon d'agir de l'excentrique ne lui est pas totalement indifférente. Nanao est en train de se baigner dans la fontaine qui se trouve en face des dortoirs des hommes. Un peu en colère, il s'isole avec la fille pour rester à l'abri des regards, mais il remarque malgré lui ses cicatrices. Le fait est que cette fille tendre a une étrange odeur de sang qu'elle essaie de cacher, mais elle n'y arrive pas. Plus tard, tous attendent leur premier cours avec impatience, tandis que le protagoniste repense à ce qu'il vient de voir.
Malgré tout, ils vont avec l'instructeur pour ce qui sera un cours d'escrime magique. Ils utilisent leurs atame, qui sont essentiellement des armes, un complément à la baguette pour les combats au corps à corps. Mais Pete, l'expert, finit harcelé par les lèche-bottes et dévoile des infos non sollicitées. Il est essentiel qu'ils l'apprennent. Mais d'abord, 2 élèves expérimentés devront combattre pour montrer l'exemple. Automatiquement, Nanao veut participer, tandis qu'un des camarades suspects de l'incident de Katie veut la défier. C'est risqué, car le protagoniste ignore leurs intentions ou s'ils veulent humilier la fille. Il se porte donc volontaire pour le combat et affronte l'adversaire. Rien qu'à la posture de la fille, on voit clairement qu'elle a déjà tué des gens. Ils ont un sceau les protégeant des blessures, donc ils donneront le meilleur d'eux-mêmes, ce que la fille apprécie. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'excitation monte au point de vouloir s'entretuer. Et, sans le vouloir, ils détruisent le sceau. L'instructeur les arrête donc et le protagoniste finit par refuser. Regrettant ce qu'il allait faire, ils jurent qu'ils ne s'affronteront plus jamais. Alors, voici encore quelques cours. Cette vieille femme leur explique à quel point il est important d'utiliser la magie avec une baguette pour les invocations. Enfin, en biologie, ils étudieront les créatures en utilisant la magie. Assez pour qu'un ver obtienne son cocon sans aller trop loin. Ou devront-ils brûler vive l'aberration qu'ils ont créée? Les prodiges comme le prota ou la blonde avancent sans difficulté, mais pour Katie, les créatures restent impensables. Alors elle traîne, il s'inquiète que rien ne rate, et malgré tout, ça finit par rater, et par entêtement, elle finit par se faire mordre. Le prota l'aide vite, perd quelques points, mais s'en moque. Il l'emmène se faire soigner et lui montre combien il est crucial qu'elle se soucie des créatures, car personne ne les défendra. Cela touche la fille, puis le reste de l'équipe arrive. Le soir, Pete oublie quelque chose dans le salon. Le prota et Mitchell l'accompagnent, car l'école semble être située au-dessus d'un labyrinthe qui, de temps en temps, se connecte, avec la malchance que cela arrive. Et ils finissent par se perdre, rencontrant des élèves de 4e et de 5e année qui n'ont pas l'air très sympathiques, et qui possèdent une magie assez avancée. Heureusement, un Azukubo et un pilleur de tombes ne s'entendent pas très bien et se disputent pour savoir qui gardera les nouveaux. Ils ne peuvent pas non plus s'échapper, et c'est Nanaola qui dit qu'elle se sacrifiera pour les sauver tous. Heureusement, le président du conseil arrive avant pour contrôler cet accueil macabre réservé aux nouveaux. Il est si puissant qu'il lui obéissent aussitôt. L'essentiel ici, c'est qu'Olivier doit affronter Nanao, car il n'est pas normal qu'elle veuille se sacrifier comme si de rien n'était. Elle a finalement avoué qu'après la guerre, vécue selon l'enseignement de sa famille, elle cherchait un adversaire digne. Après avoir rencontré le prota et ressenti la pureté du combat, son rejet lui a ôté toute envie de continuer. C'est curieux, car c'est sa façon de se connecter avec une autre personne, c'est sa manière d'aimer. Et quand tous s'en rendent compte, ils savent qu'ils doivent façonner la fille pour éviter cela. C'est comme eux, un autre type d'escrime où on demande si un mage peut utiliser des épées. L'instructeur explique que c'est complexe, car il y a 6 escrimeurs parmi les mages, dont l'origine et la façon de recréer leurs armes restent inconnus. Mais ils sont interrompus par l'élève inattentif qui veut se battre avec le protagoniste. Olivier accepte, prévoyant de perdre, mais dit à son ami que le duel finit par un accord. Cependant, avant cela, ils doivent s'occuper de Katie, qui a appris que le troll de la caravane sera tué. En s'opposant au professeur, elle devient encore plus appréciée. Heureusement, tout le monde arrive à calmer la situation et sauver leur ami, même si on voit que ce type leur en veut désormais. En plus, ils reçoivent l'invitation au duel qu'ils acceptent. Cependant, ce soir-là, pendant que Katie commence à s'attacher au troll qui a failli lui arracher le visage, les autres élèves commencent à se moquer d'elle. Lorsque la situation dégénère, le protagoniste calme utilise la magie pour les battre et se retrouve en salle de punition. Cela jouera contre eux lors du duel, car presque tous les détestent déjà. Malgré cela, ils se préparent à entrer au premier niveau du labyrinthe, qui paraît mystérieux et arrivent dans un colisée bondé. Un spectacle d'ouverture traite les bêtes comme divertissement. Exactement le duel voulu par Andrius. Voyons qui est capable de tuer le plus de bêtes. Il interpelle ceux qui profitent du spectacle pendant qu'on lui lance des bouteilles. Vous n'allez pas participer, cela finit en dispute. Mais ce que personne n'attendait, c'est qu'il y ait une créature spéciale dans les cages qui, sans trop réfléchir, dévore le responsable et commence son propre massacre. Un familier divin se met à massacrer des enfants, même dans les gradins. Le prota sait qu'ils ne font pas le poids, tandis que l'arrogant, désormais proie, échappe de peu à la dévoration. Si ce n'est parce que Nanao maîtrise son combat, elle commence le véritable affrontement, car les autres ne peuvent pas aider puisqu'ils ont leurs propres problèmes.
Quand la fille est écrasée, le prota utilise la magie à son avantage, mais reste gravement blessé. Il tente vite de se soigner, tandis qu'Andrius ne comprend pas son absence de peur, mais le prota lui montre qu'il a peur. On ne survit pas en fuyant. Le type devient pensif et se sent inutile, tandis que le prota distrait l'attention pour que la fille attaque à l'épée. Mais la créature se rétablit vite, alors le prota se sacrifie. C'est Andrius qui apparaît avec un sort qui déstabilise la créature. Pour que maintenant, Sinanao, avec toute son intention, décapite l'oiseau. Maintenant, les rares survivants restent silencieux. Pendant ce temps, Andrius, plein de remords, sait qu'il a beaucoup à apprendre des deux, même si le gars a aussi eu son courage. Le protagoniste reçoit les excuses de sa protectrice, consciente de devoir veiller sur lui, car il est destiné à un moment encore inconnu. Pendant ce temps, à l'académie et après un cours sur les visières de bêtes, le harcèlement envers Cathy s'est arrêté. Nanao gagne le respect par son habileté à manier l'épée. Les filles savent qu'Oliver a été tout aussi important et, pour cette raison, à leur manière, elles lui donnent une récompense. Le problème, c'est que cet incident, même ignoré par l'académie, a été provoqué intentionnellement. Ils doivent donc faire attention en arrivant jusqu'au cours d'alchimie, où ils doivent manipuler des substances si dangereuses que le protagoniste, avec sa grande connaissance, il finit par sauver presque tous ses camarades, attirant l'attention du professeur Granville, celui qui voulait en finir avec le temps, mais qui cette fois lui accorde le respect en considérant ce qu'il accomplit. Pourtant, Andrews lui-même le prévient de faire attention à ce vieux professeur qui a l'habitude d'utiliser ses élèves. Il réussit même à faire s'excuser la première fille qui avait jeté un sort aux jambes de Cathy. Pour elle, une militante pour les semi-humains était méprisable et elle voulait la tourner en ridicule. Mais cela n'a rien à voir avec la folie du troll. Olivier sait qu'elle dit vrai, comme Cathy, et que seul l'amour du troll compte pour elle. Elle reçoit déjà de la nourriture, et de façon inattendue, il lui dit de se méfier de l'autre fille. Celle-ci a été présente depuis le début du problème. Cependant, Charlie, il est dit déjà trop tard. Le protagoniste, encore perplexe sur la folie du troll, réalise grâce à Nanao que la créature fuyait. Mais quoi ? Ils cherchent son Cathy, mais elle a déjà disparu. Et le semi-humain capable de parler leur dit qu'ils l'ont emmenée dans le labyrinthe. Avec le peu de temps qu'ils ont, ils entrent seuls dans l'endroit, seulement pour être enlevés par Vera, la fille de 4e année qui semblait amicale avec Cathy, mais qui est en réalité tordue. Experte en biologie des semi-humains, elle cherche à créer des créatures intelligentes. Cependant, les expériences sont assez atroces, comme le troll à qui elle a ouvert le cerveau pour voir s'il parlait. Seule Cathy a réussi et veut maintenant l'ouvrir aussi. Et c'est qu'elle possède des pouvoirs puissants de sa famille, comme l'œil pétrifiant. Donc le combat ne sera pas facile. Ils peuvent seulement s'éloigner, mais leur magie reste inférieure. Cependant, Nanao Katana se distingue par ses déplacements sur scan, tandis que la magicienne abuse des astuces et objets. Malgré tout, le protagoniste est intelligent et ne lui facilite pas la tâche. Pendant ce temps, Nanao, sans s'en rendre compte, est en train de bouger son katana. Avec une légèreté qui dévie les attaques de l'ennemi, l'adversaire s'enthousiasme. En plus, en utilisant un sort de feu si puissant, mais qu'Olivier sait comment contrer. Sans s'en apercevoir, le protagoniste avait déjà imprégné la zone de magie, offrant des raccourcis surprises à Nanao. Et pendant qu'elle est distraite, l'attaquer en évitant son œil. Le problème, c'est que la fille cachait une autre de ses malédictions dans sa main, donc tout est perdu. Mais soudain, Nanao commence à bouger à une vitesse tellement incroyable que l'œil n'arrive pas à la suivre et elle finit par lui couper la main. C'est tellement impressionnant que cela pourrait même être une nouvelle épée, en plus des 6 qui existent déjà. Comme d'habitude, le président du conseil arrive en retard. Cathy se remet pour assurer leur sécurité. Même si la trahison de son ami est difficile, elle peut avancer. Elle respecte cela, le protagoniste. Mais le professeur Granville intervient vite et dit avoir besoin du protagoniste, en l'emmenant jusqu'à l'une des zones du labyrinthe. En disant qu'il méprise les gens qui n'ont pas de talent, le protagoniste, au moins, pourrait être un excellent vassal. Ici, on prendrait ça à la légère, mais Olivier révèle ses véritables intentions. Il sait que le vieil homme voulait éliminer le troll et lui fournissait des semi-humains pour ses expériences. Surtout, il lui parle d'une date vieille de 7 ans et d'une femme. Cela l'alarme vraiment, car il sait ce qu'il a fait. Le protagoniste nourrit un désir de vengeance incontrôlable. Ce jour-là, il y a 7 ans, ce professeur a eu pour victime sa propre mère. Un duel à l'épée s'achève avec la gorge d'Olivier tranchée. Ou du moins, ça c'est l'un des nombreux destins, puisque clairement, Grenville est d'un mot plus puissant. Cependant, le protagoniste possède une compétence beaucoup trop puissante, qui lui permet de chercher, parmi tous les destins, la meilleure fin. Celui où il esquive l'épée puis se fait couper le bras, laissant le maître sans défense. Pendant ce temps, l'enfant lui jure de lui faire ressentir les 128 formes de douleur que sa mère a endurées. À moins qu'il ne lui donne les mots qu'il veut entendre.
Alors, pendant qu'il inflige toutes les douleurs possibles, sur toutes les parties de son corps, nous voyons une scène de sa mère, en tant qu'étudiante, s'échappant d'un groupe de magiciens, ce qui ne fait que le remplir davantage de rage. Et tant que le type ne mentionne pas ce qu'il faut, c'est-à-dire son désir d'être tué, le protagoniste ne s'arrête pas. C'est une vengeance qu'il ne porte pas seulement contre ce type qu'il vient de détruire, mais aussi contre la plupart des professeurs que nous connaissons déjà. Mais surtout, en raison de ce qu'a vécu sa mère, la directrice de l'académie. En fait, sa famille en est consciente, et son garde du corps veille sur lui, afin qu'ils puissent tous les éliminer. Ainsi, après ce premier acte, une secte apparaît. Ils feront ce que le protagoniste demande afin de pouvoir venger sa famille. C'est ainsi que 3 mois passent, où nous savons déjà que ces professeurs ne sont qu'une façade et qu'ils se réunissent pour parler de la disparition de Granville. Il est très probable qu'un professeur ou un prodige l'ait tué. Mais même si c'est moins probable, il se méfie aussi de certains étudiants. Eh bien, le lendemain, les cours reprennent normalement. C'est juste que c'est le moment du ballet magique où les étudiants sont emmenés dans une pièce où ils doivent se laisser choisir. Le protagoniste possède déjà sa créature, mais c'est Nanao qui découvre la plus rebelle. Olivier réalise alors que c'était celle de sa mère. À la fin, chacun retrouve la sienne. En l'absence de Granville, ils ont pour professeur d'alchimie le père de la blonde, dont Pete est un grand fan. Cependant, il semble que le magicien ne se sente pas très bien. Et en fait, pendant le cours suivant, qui consiste justement à désarmer des objets dangereux. Il se fige un instant, le protagoniste le sauve, puis le confronte plus tard, ayant perçu un changement soudain de sexe en le serrant. Le garçon ne comprend pas, mais le protagoniste lui explique que les reversis sont rares. C'est même connu comme un don où la personne change parfois de genre. Ce don lui donne une double compétence et plus de mana, ce qui déroute le petit. Mais pour cela, le conseil scolaire l'aide en l'emmenant à une réunion privée, là où des personnes avec ces conditions peuvent se sentir libres. Il profite du moment, tandis qu'une personne envie le groupe formé par le protagoniste. Ainsi, le lendemain à l'entraînement, Degrima, l'inconnu Tullio, provoque Pete A en duel et se montre clairement supérieur. Il lui dit même que, pour une femme, ce n'est pas mal. Cela le pousse à vouloir s'améliorer quoi qu'il en coûte. Cependant, l'idée de Tullio est incroyable. Ainsi, pendant qu'Oliver lui donne quelques bons conseils, le type affirme qu'avec lui, il peut progresser beaucoup plus rapidement. Le protagoniste s'interpose mais pour Tullio, il cherche toujours à attirer toute l'attention. Alors, pourquoi ne pas découvrir qui sont les plus forts de la classe? Là où Nanao a clairement la première place assurée, mais c'est quand même intéressant pour les autres. Ils rejoignent une liste pour se défier partout, gagnant ou perdant des médailles. Celui qui en a le plus à la fin l'emporte. Nanao est d'abord défiée par une experte en magie qui croit avoir l'avantage à distance, mais comme on l'a vu, Nanao est un prodige. En redirigeant l'énergie, elle gagne. Olivier et Pete poursuivent leur entraînement, qui porte ses fruits. Cependant, Olivier est invité à une réunion avec sa famille, où il se trouve. Avec l'ancienne Tsukubo, plus amicale, mais déprimée. Il la laisse donc et continue sa réunion. Cependant, dès qu'il sort de l'endroit, il sent que Tullio le suit. Le type le déteste sans raison personnelle, il refuse juste qu'il attire plus l'attention. D'où le début du vrai duel. Sans restriction sur les blessures, l'affrontement à l'épée est épique. Tous deux agiles, mais leur style diffère. Style de rue contre élégance de l'épée. Cependant, des astuces comme l'utilisation de menottes font que le protagoniste encaisse quelques coups. Le souci, c'est que quand il se concentre vraiment, Olivier devient aussi très arrogant au stade. Il compte même les mouvements qu'il fera pour le vaincre. Le gars est dominé, et même si Tullio se libère, le héros reste impitoyable, prouvant qu'il n'est pas toujours passif. L'adversaire doit accepter la défaite avec respect et rendre sa médaille. Le problème, c'est qu'on ne le laisse pas se reposer quand un autre élève décide de le défier. Et celui-ci a l'air assez agressif, et le bat. Pete a toujours du mal avec son nouveau corps, mais il bénéficie aussi d'une capacité accrue à stocker du mana. Il doit seulement le perfectionner, comme on le voit en escrime. Alors que Cathy nourrit son animal, elle reçoit une lettre de son ancien ennemi qui, pour se racheter, lui cède le laboratoire où étaient ses équipements. C'est douteux puisqu'il est au premier niveau du labyrinthe, mais cela peut aussi leur servir de repère. Ainsi, après avoir emprunté un chemin assez dangereux et rencontré des étudiants étranges, ainsi que des marchands curieusement situés, ils arrivent en fait dans un vaste endroit où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, formant officiellement le Club de la Rose, en unissant leur épée puis par un dîner. Jusqu'au lendemain, Cathy s'occupe d'amener le troll dans ce qui sera son nouveau foyer, avec l'aide de Vera.
Elle ne leur inspire pas encore confiance, mais elle leur a donné l'atelier et des astuces pour survivre. Dans le labyrinthe, ils se calment puis décident de continuer l'exploration, sur le point d'atteindre le 2e niveau qui est clairement plus dangereux. Et ici justement, la cousine de la blonde qui lui en veut, accompagnée de son chevalier, leur propose un combat 2 contre 2, ce qui est intéressant pour les protagonistes. Mais le type qui a vaincu Tullio finit par se joindre à eux. Et apparemment, il porte un nom de famille assez respecté. Le problème, c'est qu'il respecte Nano et la blonde, mais il traite juste le protagoniste de faible. L'équipe est offensée, mais le protagoniste accepte juste la proposition. Ils sont conduits au cœur du 2e niveau, dans une forêt mystérieuse. C'est donc ici que le combat commence vraiment. Sans hésiter, Olivier se jette contre le bavard, mais ce dernier continue de le voir comme un faible. La blonde doit affronter sa famille. Et avec son propre style de combat, le protagoniste commence à attaquer tout en se déplaçant sur la scène, ce qui ne surprend pas son adversaire. En réalité, le vieil homme se moque totalement de la technique de son adversaire, la jugeant prévisible. Il parle si longtemps que le protagoniste profite de la gravité pour le blesser légèrement au visage. Le combat devient alors intéressant, tandis que les filles dominent leurs adversaires. La blonde frustrée demande à son chevalier la permission d'utiliser son pouvoir. Le gars se souvient comment elle l'a sauvé, donc il lui doit la vie. En invoquant sa version douloureuse de loup-garou, le gars devient une machine très agressive en plus d'être résistant. Il donne tout dans ce combat pour des raisons personnelles, et Nanao le sait. Le mieux qu'il puisse en faire, c'est leur offrir un bon affrontement. Le protagoniste reste méprisé, mais uniquement verbalement. Alors Olivier, l'ayant si près, c'est que c'est la faiblesse d'un mage. Pendant ce temps, de l'autre côté, l'homme-loup domine le combat à courte distance. Cependant, après avoir analysé la situation, Michel lui donne une bonne décharge. La fille tombe, perd son agilité, tout comme l'arrogant, incapable de contrôler le protagoniste de près. Et sans s'y attendre, il reçoit un coup de pied et une attaque qui le met KO. Stacy est également vaincue, tandis qu'on nous explique qu'elle est la sœur de sang de Michel, mais comme elle est d'une autre mère, elle n'a jamais été reconnue comme sa fille. Un drame inutile. Nanao la réconforte, affirmant que ça n'a pas d'importance et qu'elle peut désormais être elle-même. Pendant ce temps, l'autre vaincu raconte sa vie, montrant que, depuis toujours, peu importe le rival. Il ne pouvait pas perdre, il devait porter le nom de sa famille avec fierté. Il libère sournoisement un éclair qui réveille tout un essaim de guêpes au plafond. Il leur propose de se rendre pour qu'il efface leurs souvenirs, sinon ils mourront. Ici, grâce à leur réaction rapide, ils parviennent à se protéger un peu, mais ils savent qu'ils doivent affronter cet adversaire qui, il faut le dire, n'est pas très courageux. La blonde révèle une partie de son pouvoir caché en montrant son apparence d'elfe. Les guêpes se rassemblent en un seul endroit, pour qu'elles meurent en grand nombre d'un seul coup, afin qu'ici, celles qui restent puissent être attaquées par les plus habiles. Nanado peut affronter le type de face avec l'épée, mais il est aussitôt vaincu et regrette ses actes. Et à la fin, malheureusement, les héros lui pardonnent aussi. Heureusement, une bête inconnue finit par le capturer. Le problème, c'est qu'elle emmène aussi Pete l'ennemi. Il s'agit de chimères qui sont beaucoup trop puissantes. Donc pour l'instant, ils n'ont plus qu'à s'échapper et à en parler au conseil, qui a aussi des problèmes avec d'autres disparus. Tout cela car la succube Salvadori a apparemment été consumée par le sortilège. Les plus puissants doivent s'en charger rapidement. Pendant que les protagonistes sont impuissants, car leur ami peut mourir, Olivier essaie de demander de l'aide, même à son clan. Mais c'est compliqué. D'autres font déjà des folies, comme la blonde qui veut y aller seule. Heureusement, Vera, du même niveau que la succube, apparaît pour leur donner une option. Elle leur donnera un entraînement décent pour qu'ils puissent survivre, tout en leur montrant l'endroit où se trouve la fille. Seulement si, en échange, Cathy devient sa partenaire de recherche, ce qui semble juste, sauf qu'elle est folle. Malgré tout, ils finissent trop par accepter. Les plus forts commencent sur la préparation, tandis que les autres restent. À la tombée de la nuit, ils franchissent le portail du labyrinthe pour chercher Pete, qui se réveille alors dans une cellule. Avec tous les prisonniers, il va bien, car actuellement c'est une femme. Et Salvadori n'absorbe que le mana des hommes qu'elle utilise pour nourrir son utérus. Et ainsi naissent plus de ces aberrations appelées chimères, dont s'occupe le conseil des étudiants. Déjà au niveau 2, mais elles sont puissantes et nombreuses. D'ailleurs, Vera utilise l'une de ces créatures du premier niveau pour expliquer comment ils doivent observer la cible. Connaître leurs faiblesses et attaquer sans cesse, sans s'arrêter de bouger, sinon ils seront aussitôt éliminés. Pas mal de choses à faire, elle semble trouver ça facile. Mais pour le protagoniste, à eux trois, ils peuvent se répartir et accomplir les tâches pour anéantir ces créatures. De plus, ils vont bientôt entrer dans la forêt. Grâce à Vera, ils progressent sans difficulté et apprennent en chemin. De plus, la servante du protagoniste leur facilite aussi le passage.
jusqu'à ce qu'ils trouvent le tunnel suivant, où ce singe géant les attaque sans raison. C'est à cause des chimères qu'il perd le contrôle, et c'est Nanao qui lui demande poliment de les laisser passer. Le singe accepte, se calme, mais perd à nouveau la tête 2 minutes plus tard, lorsqu'une chimère surgit devant eux. Ici, les protagonistes doivent appliquer ce qu'ils ont appris, toutes les astuces étant sur la table. La créature possède une force qui les écrase facilement. Mais ils se rendent rapidement compte qu'il y a des zones spécifiques où, malgré la régénération, ils peuvent attaquer à nouveau. Et avec un bon arsenal de sorts, la créature est vulnérable. Le protagoniste, après avoir tout rassemblé, attaque par en dessous. Et même si la mante semblait s'y attendre, il a été encore plus rapide qu'elle. Surprenant Vera, ils combattent de nombreuses créatures en chemin. Et pour la nuit, la magicienne, il se demande comment un gars sans talent particulier, ni à l'épée, ni en magie, peut autant rivaliser avec Nanao ou la blonde. Seul le protagoniste sait cela et ne le dira pas. En approchant du 3e niveau, l'arrogant précédent se lève avec Pete. En entendant cela, il ne lui laisse qu'une issue. Des orbes qu'il avait à l'intérieur, un explosif, un fumigène et un de secours, lui confiant qu'ils pourront s'échapper rapidement avant qu'il ne se vide de son sang. Ici, on retrouve quelques souvenirs de Hazuku. Jeune, et comme toujours, Jason lui a appris que son corps était un récipient pour engendrer, et rien de plus. Elle ne pouvait pas tomber amoureuse ni tout ça. C'est trop court, cela n'excuse rien, mais nous aide à comprendre. Comme son corps libère une sorte de parfum qui commence à exciter les hommes. Le protagoniste, arrivé au 3e niveau, le trouve si intense qu'il doit s'éloigner un peu des Nanado, où les choses deviendront charnelles, mais c'est là que le voyage doit se poursuivre en bateau. Et c'est le moment idéal pour que Vera leur explique le sortilège pour marcher sur l'eau, quelque chose qu'ils apprennent à maîtriser assez rapidement. Cependant, après s'être propulsé grâce à la magie, le profanateur de tombes surgit devant eux avec son familier. Il pourrait facilement les éliminer et ne souhaite apparemment pas négocier non plus. Cependant, Vera et Michel se rendent compte qu'elles peuvent attirer l'attention des chimères. Elles iront toujours vers le plus puissant, laissant le problème au type. Donc pour l'instant, elles s'éloignent. En même temps, le conseil étudiant partage de bons souvenirs avec la succube. Dès sa première année, elle a été rejetée car elle séduisait les hommes pour avoir des enfants de n'importe qui. C'était clairement du harcèlement, sans aucune justification. Cependant, Charles, qui était son seul ami, l'a toujours bien traité. Il lui a même présenté ses amis, si étranges qu'ils lui correspondaient un bien. Pendant plusieurs mois, ils ont partagé des moments comme le conseil des élèves, où la fille se sentait bien, comme la guérisseuse de l'équipe. La jalousie était forte, des rumeurs sur son prétendu envoûtement du président circulaient à l'académie et le harcèlement a repris. Si elle était faible, elle n'aurait eu ce poste qu'en étant une fille facile avec tout le monde. La fille a beau aller leur prouver qui était la véritable faible. C'était la première fois qu'elle crée une bête qui a dévoré ceux qui la harcelaient, changeant totalement sa personnalité. C'était une succube chasseuse d'hommes, au point de blesser un membre du conseil, ce qui l'a menée au chaos et l'a éloignée de plus en plus. De ce président dont elle tombait déjà amoureuse jusqu'à aujourd'hui, où elle poursuit toujours son plan juste. Ici, elle se déconcentre et Pete utilise les orbes pour s'échapper, se faufiler et, tant bien que mal, à la surface, essayer que quelqu'un voie sa fusée de détresse. Heureusement, ça brille tellement qu'il faudrait vraiment être stupide pour ne pas le voir. Donc tout le monde se précipite, c'est Olivier et les filles qu'il trouve, mais Salvadori les trouve aussi. Vera tente de les persuader de les laisser partir car ils ne gêneront pas ses plans. La fille commence son invocation ici, et pendant ce temps, personne ne peut s'approcher. Elle a atteint la limite de son pouvoir, l'état que tout mage vise. Une zone contrôlée qui n'obéit qu'à son invocatrice. Ça me rappelle quelque chose. La fille a atteint l'objectif familial, avec cet utérus géant engendrant des chimères, et dont on ne peut s'échapper qu'en annulant le sort ou en tuant l'invocatrice. C'est pourquoi il lance vite le plan. Avec une zone protégée, d'où Olivier et les autres doivent protéger Vera et Michel, qui sont les forces d'attaque. Cependant, Vera a quelque chose de plus, provoquant la colère de Lazukuo en lui disant qu'elle n'a jamais mérité d'être une élève de l'académie. Encore moins de s'imaginer être avec quelqu'un comme le président, surtout en étant une fille ordinaire. Cela pousse la sorcière à se précipiter dans les attaques et ils peuvent éliminer plusieurs ennemis. Malgré tout, Milligan tombe entre les griffes de cette femme qui l'a fait souffrir brutalement et lui montre son ignorance. Ainsi, avant le rituel, elle a rendu les corps des prisonniers survivants à son président. Cela n'excuse pas ses actes. Le type la méprise donc toujours, ce qui continue de l'affecter. Oliver en profite pour attaquer. Malgré la difficulté à se déplacer parmi tant de créatures, il s'en sort indemne. Du moment que Nanao ait l'occasion de décapiter la fille. Cependant, il regrette en la voyant pleurer. Elle n'est pas responsable, mais avec sa folie, quelqu'un doit agir.
Tandis que le protagoniste met sa copine en sécurité, les autres sont prêts à continuer le combat. L'endroit commence à s'effondrer un peu, tandis que ses anciens camarades apparaissent, surtout Charles, qui apparemment n'était pas seulement son ami, mais avait aussi un pacte sorti de nulle part. Au cas où la fille perdrait le contrôle. Ici, ils font un petit spectacle pour montrer à quel point ils s'aiment. En tant qu'ami, le président sait ce qui est mieux. Certains pleureront. Ensuite, ils font une sorte de fusion où ils finissent par être effacés. Une fin bien trop bonne pour cette fille. Tandis que les autres voient le sortilège disparaître et rentrent à l'académie, apparemment sans victime. Parce que tout ce qu'on nous dit, c'est que les choses sont comme ça dans cette académie si dangereuse. Pourtant, après quelques jours, personne ne se soucie de ce qui s'est passé. La main de Vera flotte dans l'air. Pendant ce temps, pour le protagoniste, ça reste dans son esprit que maintenant, tous ses camarades, du moins les siens, vont bien. Son véritable objectif, c'est le groupe de professeurs qui reçoit toute sa haine, et ils le sauront bientôt. Voilà, la première saison se termine, et franchement, je ne pense pas poursuivre. Peu de soutien pour cette fin, non? L'idée qu'est bonne, mais ils oublient soudain les professeurs assassins. À cause de ce remplissage final sans poids, ni motivation. Première saison très moyenne, avec une animation en baisse. Et c'est pourquoi je n'ai pas regardé cet anime depuis longtemps. Si c'est une série que je recommande, regardez-la en résumé, car vous ne ratez pas grand-chose, même si les premiers épisodes ont une aura intéressante. Mais à moins que le manga ne devienne incroyable par la suite, ça n'en vaut pas vraiment la peine. J'espère que le résumé vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme l'a dit mon père, je vous abandonne. À plus. Abonne-toi à la